International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Bonjour, bienvenue, bon retour à tous. La Chambre vous présente ses excuses pour ce retard de 30 minutes. Mais bon, vous savez que ce genre de choses peut arriver. Et l'idéal n'est pas de ce monde. Enfin, passons à autre chose. De toute façon, nous vous présentons toutes nos excuses. Alors tout d'abord, la Chambre va commencer par donner lecture de 2 décisions en audience publique. Ensuite, nous ferons entrer le témoin dans le prétoire, mais à huis clos partiel afin de traiter de certaines questions. Donc, décision orale de la Chambre concernant les écritures confidentielles ex parte 868 et 871, présentées respectivement par le procureur et le représentant légal des victimes. Étant donné que la décision touchait la divulgation de documents portant sur le témoignage de P433, le dispositif de la décision et l'ordonnance aux fins de divulguer les documents pertinents aux équipes de la défense ont été communiqués par la Chambre au bureau du procureur et au LRV par courriel le 20 avril 2017. Le bureau du procureur a saisi la Chambre par le biais d'une écriture ex parte confidentielle et portant sur l'objection du représentant légal des victimes visant la divulgation à la défense d'un rapport d'enquêteur concernant le témoin 433 qui dispose d'un statut double. Le LRV a répondu le 7 avril et le procureur a répondu le 19 avril 2017 après avoir reçu l'autorisation de la Chambre pour ce faire. Ayant lu le rapport et étudié les arguments des parties, la Chambre considère que le rapport doit être divulgué à la défense, et ce en totalité et sans expurgation. Comme la Chambre l'a déjà dit, les informations portant sur les contacts entre témoins et ou victimes et ou autres témoins ou victimes est utile pour la défense et essentiel pour qu'il puisse se préparer au sens de la règle 77 du règlement de procédure et de preuve, y compris aux fins d'évaluation de la crédibilité, et par ces motifs doit donc être divulgué. La Chambre n'est pas convaincue que le contenu du dit rapport, et plus particulièrement les communications entre le témoin 0433 et l'assistant du LRV sur le terrain, pourrait être couvert par ce que l'on appelle la relation privilégiée entre un avocat et son client. En effet, dans le rapport, il n'y a aucun détail important sur le contenu de discussion de ce type. Cette conclusion est telle que la Chambre, de ce fait, n'a plus à analyser la nature du rôle joué par l'assistant du LRV ou, comme le prétend le procureur, le fait que le témoin P433 aurait renoncé à ce type de privilège. En effet, même si les communications étaient privilégiées,
rien d'important ne sera révélé si l'on divulgue le rapport à la défense. La Chambre n'est pas non plus convaincue qu'en divulguant le rapport à la défense, on risque de divulguer des informations sur les méthodes de travail des LRV qui pourraient entraîner des risques en matière de sécurité. L'identité de l'assistant du LRV sur le terrain ainsi que le rôle que cette personne joue sont de notoriété publique et aucune information vraiment sensible n'apparaît dans le rapport. La Chambre a pris note des inquiétudes du LRV en ce qui concerne la divulgation de certains aspects spécifiques de l'interaction entre le témoin P433 et l'assistant sur le terrain. Cela dit, de l'avis de la Chambre, ces préoccupations, qui peuvent éventuellement exister en ce qui concerne une divulgation au public, ne garantissent pas que l'on empêche la défense à avoir ces informations, puisque la défense de toute façon est tenue à la confidentialité. Et la Chambre considère que ces inquiétudes pourraient bien mieux être traitées en parlant du rapport et de tout ce qui s'y réfère lors d'une séance à huis clos partielle, le cas échéant et si nécessaire. La Chambre a remarqué aussi quels étaient les arguments de l'ULRV, qui considère que le rapport ne reflète pas vraiment ce qui s'est passé et que le procureur aurait enfreint le protocole portant sur les contacts avec les témoins à double statut. Aucune circonstance néanmoins ne permet de justifier que l'on empêche la défense d'avoir accès au rapport et ne justifie non plus que les obligations de divulgation du procureur soient modifiées. Le LRV pourra de toute façon poser des questions aux témoins dans le prétoire, si bien sûr il est fait droit à sa demande de le faire, et pourra aussi traiter du contenu du rapport si elle considère que c'est utile. Et pour ces raisons, et d'ailleurs, le LRV est autorisé à poser des questions pour ce témoin et le témoin suivant, puisque la Chambre vient d'en décider. Et donc, la Chambre ordonne au procureur de divulguer le rapport à la défense, décide que les écritures 868, 871, ainsi que la réponse de l'accusation à l'écriture 871 seront reclassifiés comme étant des documents confidentiels, et la Chambre instruit et demande aux parties de déposer des versions expurgées publiques de leurs propres écritures le plus rapidement possible après la déposition du témoin P433. Ceci met un terme à la première décision de la Chambre. Mais nous en avons une autre à lire et qui porte sur la demande de l'accusation, enfin d'avoir des mesures de protection et ou des mesures spéciales. Demande qui a été déposée le 3 mars 2017. Il s'agit de l'écriture confidentielle 832 de l'accusation. La défense de M. Gbagbo y a répondu avec une écriture confidentielle 848 et la défense de M. Bégoudé a déposé sa propre écriture confidentielle 851 et la LRV, elle, a répondu avec une écriture aussi confidentielle 850. La Chambre fait remarquer que la demande de l'accusation au fin d'avoir une modification dans l'ordre de comparution de l'un des témoins afin qu'il comparaisse plus tard. Il s'agit du témoin 502. Et donc, il est fait référence à ce témoin dans la demande. Il s'agit de l'écriture confidentielle 852 en date du 15 mars 2017. Et la décision de la Chambre concernant les mesures de protection et de mesures spéciales octroyées aux témoins en question sera remise à plus tard et sera remise donc au moment où les parties, les participants seront
exactement dans quel ordre le témoin va être appelé lors de ce volet d'audience. Aucune des équipes de la défense ni le LRV se sont opposés à l'octroi de mesures spéciales en application de la règle 88.1 de la règlement de procédure et d'épreuve, et ce aux témoins P433 et P438. Au vu des mesures demandées, la Chambre considère qu'il est approprié de décider dès maintenant, en ce qui concerne les mesures demandées pour le témoin P438, même si l'unité des victimes et des témoins n'a pas encore déposé son évaluation et recommandation pour ces témoins. Il est évident que la décision actuelle de la Chambre est sans préjudice. En effet, si elle reçoit ultérieurement une nouvelle évaluation, une évaluation de l'unité des victimes et des témoins concernant ce témoin, elle pourrait revoir sa décision. La Chambre, ayant pris en compte les informations données par le procureur et les circonstances individuelles concernant ce témoin, le fait que aucune équipe de la défense ni le LRV n'ont fait d'objection, ainsi que la jurisprudence pertinente et les éléments concernant cette affaire, décide ce qui suit. Premièrement, il est fait droit aux demandes d'assistance à la lecture pour les témoins P433 et P438. Il est aussi fait droit aux demandes pour le compte du témoin P433 qui aura donc droit à des pauses plus régulières pour ne pas être trop fatigué et pour pouvoir faire ses prières quotidiennes. Troisièmement, la demande de soutien psychologique en prétoire ainsi que de pauses plus fréquentes pour éviter toute difficulté émotionnelle est autorisée pour le témoin P438. Et ceci doit se faire bien sûr selon la pratique habituelle de la Chambre afin de minimiser toute interruption du procès. Et toujours d'ailleurs selon les pratiques habituelles, ainsi qu'en application du paragraphe 31 des directives sur la conduite du procès, la Chambre rappelle aux parties et aux participants qu'il conviendra de toujours poser des questions qui respectent la dignité du témoin et qu'il sera interdit d'exploiter la vulnérabilité des dits témoins. Comme la Chambre le déclare dans son paragraphe 32 de ces directives, la Chambre interviendra et donnera des consignes spécifiques, le cas échéant, et au vu aussi des circonstances entourant chaque témoin. Ceci met un terme à la décision orale de la Chambre sur ce deuxième sujet. Et je vois que Maître Altit est pratiquement debout. Il est debout maintenant. Maître Altit, allez-y. Madame, Monsieur, je voudrais obtenir une clarification, si vous permettez. Monsieur le Président, cela concerne la première de vos deux décisions. À la page 4 des transcrits français, à la ligne 19, si mes souvenirs sont bons, il est dit, et je vais citer le transcrit français, c'est bien la ligne 19, et d'ailleurs la LRV est autorisée à poser des questions pour ce témoin et le témoin suivant, puisque la Chambre vient d'en décider. Monsieur le Président, ma question est simple. Faisiez-vous référence ici à la demande de la LRV qui nous a été transmise hier dans l'après-midi, visant à pouvoir interroger les deux témoins qui viennent, 108, P108 et P433. Parce que si c'est oui, nous avions des remarques, et je peux vous dire de manière très simple que, bien sûr, nous n'allions pas nous opposer à la demande de la LRV concernant P108. Je vérifie, P433, mais que nous avions des réserves
et que nous comptions nous opposer à la demande concernant P108. Nous aurions donc aimé être entendus. Mais cela, bien entendu, si j'ai bien compris qu'il s'agissait d'une décision sur la demande de la LRV. To which one do you oppose? Vous vous opposez à quoi exactement? Il y en a une où vous vous opposez et l'autre où vous ne vous opposez pas? Nous ne nous opposons pas à la demande de la représentante des victimes concernant P433, dans la mesure où les thèmes qui seront abordés par la représentante n'auraient pas été abordés lors de l'interrogatoire principal, puisqu'il s'agit d'une victime admise à participer à la procédure et que la représentante représente cette victime. En revanche, nous nous opposons à ce qu'elle puisse interroger P108 parce que le cas de figure est tout à fait différent. P108 n'est pas une victime autorisée à participer à la procédure et n'est pas une victime alléguée d'un des incidents qui sont invoqués par le procureur. Alors, pour contourner la difficulté, la représentante des victimes indique qu'elle pourrait l'interroger parce que ce témoin témoignera à propos de crimes et du préjudice dont il a souffert pendant les 25, 26, 27, 28 février 2011 et les incidents du 12 avril 2011. Mais, ce faisant, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, la LRV se pose en réalité en représentant, en porte-parole de l'intérêt de toutes les victimes alléguées, au-delà des victimes qu'elle représente. Or, la défense relève que la RLV a bien insisté lors de ses déclarations d'ouverture pour dire que son mandat était uniquement de représenter les victimes autorisées à participer à la procédure. P108 n'en fait pas partie, ni a fortiori les personnes que P108 a mentionnées dans sa déclaration ou dans ses déclarations. C'est la raison pour laquelle nous nous opposons, ou nous nous serions opposés à la demande de la RLV concernant P108. So if I understand well, Donc, si je vous ai bien compris, pour une raison formelle et non pas une raison de fond, donc une raison de forme, vous vous opposez. C'est pour la forme, enfin par l'esprit par rapport à la lettre, quoi. Si je puis répondre, Monsieur le Président, c'est-à-dire que P433 est une victime autorisée à participer à la procédure et est représentée par le représentant des victimes, et ce n'est pas le cas de P108. Donc, P108, il n'y a aucune raison de donner à la représentante, si vous voulez, un rôle général de représentation de toutes les victimes qui pourraient être alléguées au-delà de celles qui ont été autorisées à participer à la procédure. Donc il me semble que ça touche bien sûr à la forme, mais aussi au fond. well, we understand each other. Je crois que nous nous comprenons. Moi, je vois plutôt le côté lettre plutôt que l'esprit, plutôt le côté esprit, vous dans l'autre sens, mais bon. Maître Zoukou? L'équipe de Charles Blé-Goudet se joint à la demande de Maître Altit. On ne fera pas de plus ample développement parce que nous partageons entièrement aussi bien la lettre que le fond de ce qu'il vient de soumettre à la Chambre. The OTP? Le bureau des procureurs. Madame Anderson, bonjour. Madame, messieurs les juges, l'accusation ne soulève aucune objection et est parfaitement favorable à ce que le LRV pose des questions aux deux témoins. Le président, merci. Maître McDonald, je suis debout, donc j'aimerais juste prendre la parole puisque je suis debout.
Les représentants légaux des victimes ne représentent pas toujours les victimes, peut-être, mais ce n'est pas grave. Ils ont quand même le droit de poser des questions à tout témoin. Et ceci d'ailleurs est entre les mains de la Chambre. C'est vous qui avez le pouvoir discrétionnaire pour le faire. Et la jurisprudence le montre bien d'ailleurs. Merci, le Président. Les représentants légaux des victimes, Madame Massida, merci. Très rapidement. Le premier argument est celui que M. MacDonald vient de donner, donc il m'ôte les mots de la bouche. Mais je tiens à vous rappeler comment j'avais formulé ma demande pour 108 et 433. J'ai écrit ce qui suit. Le représentant légal des victimes posera des questions aux témoins sur l'étendue de la victimisation dont ils ont été les victimes. Fin de citation. Donc, le témoin P108 joue un rôle très précis dans la communauté. Vous verrez d'ailleurs que c'est un chef coutumier, c'est ce qui est dans la fiche de l'accusation. Donc, il sait ce qu'il en est de victimes, de personnes qui ont été maltraitées dans certaines régions. Et donc, dans l'intérêt des victimes qui participent au procès, ce type de question est extrêmement important. Je voulais clarifier cela parce que ce n'est pas exactement ce que mon éminent contradicteur vous a expliqué il y a quelques secondes. Et je tiens à répéter aussi une chose, Madame, Messieurs les juges. Les représentants légaux des victimes peuvent demander à poser des questions à tout témoin. Si ils peuvent démontrer que les intérêts des victimes représentées sont en jeu. Or, ici, ce témoin est parfaitement au courant de toutes les souffrances endurées par les victimes en général, et nous considérons que c'est un sujet d'intérêt pour tous les témoins. Le président, bien, merci, il est fait droit à votre demande, et la décision orale est donc confirmée, telle qu'elle a été rendue ce matin. Le représentant légal des victimes aura donc le droit de poser des questions aux deux témoins. Alors maintenant, je vais demander à Madame le greffier de passer à huis clos partiel, mais je vais aussi demander à lui-ci d'aller chercher le témoin. Une fois à huis clos partiel, nous traiterons de ce sujet qui est absolument